Soyez les bienvenus dans la matinale RCF. Il est 8h10 alors que les députés français s'apprêtent à faire leur rentrée et à élire un nouveau président pour leur assemblée. Notre grande invitée est ce matin la députée de l'Allier, Bénédicte Peyrol. Bénédicte Peyrol, bonjour. Bonjour. Vous êtes une élue de La République En Marche. Vous vous êtes très vite engagée dans la campagne du président Macron. Vous avez été élue à Vichy où vous êtes née. Vous êtes membre de la commission des finances et vous avez été nommée rapporteur de la mission d'information sur l'optimisation et l'évasion fiscale. Cet après-midi, vous présenterez en commission des finances le rapport de cette mission. J'ajoute que vous n'avez que 27 ans. Alors, comment s'impose-t-on quand on est une des benjamines de l'Assemblée ? Est-ce difficile d'être prise au sérieux quand on est une femme et que l'on doit s'attaquer à des sujets qui sont à la fois très complexes et très sensibles, comme celui de l'évasion et de l'optimisation fiscale ? Eh bien écoutez, est-ce que c'est difficile ? Ça demande du travail, donc ça veut dire qu'il faut de la patience, il faut du temps et beaucoup d'exigence par rapport à soi-même. Je crois que c'est ce que j'ai fait dès le début, je me suis mise au travail et j'ai essayé de démontrer ma capacité à pouvoir exposer des argumentaires qui soient convaincants vis-à-vis de mes interlocuteurs. Et je crois qu'assez vite, dans ce sens-là, on m'a fait confiance et le président de la commission des finances, Éric Woerth, m'a confié cette mission et je le remercie de m'avoir fait confiance effectivement à 27 ans, de pouvoir avoir eu la chance de travailler sur un si grand sujet et si important pour nos concitoyens. Bénédicte Peyrol, les députés font leur rentrée aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la majorité présidentielle a mangé son pain blanc. Affaire Benalla, démission de Nicolas Hulot, conjoncture économique moins favorable. Vous, dans quel état d'esprit êtes-vous au moment de cette rentrée ? Écoutez, moi, depuis le début que j'ai été élue, et je l'ai dit le soir même de mon élection, il y a un poids d'une responsabilité immense qui pèse sur mes épaules. Un an après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés que nous rencontrons sans aucune... nous sommes transparents vis-à-vis de ça. Maintenant, on a un groupe quand même qui est soudé, qui est solidaire, qui a su démontrer dans l'adversité sa capacité à pouvoir sortir par le haut. Et aujourd'hui, on a vécu des élections démocratiques au sein de nos groupes pour préparer cette rentrée et notamment devoir désigner quelqu'un au perchoir. Et ça s'est fait, on a eu nos deux journées parlementaires ces derniers jours, ça s'est passé dans le calme, dans la discussion et la communication permanente entre les députés de La République En Marche. Bénédicte Peyrol, la popularité d'Emmanuel Macron a dégringolé dans les sondages. Quelles sont selon vous les erreurs qu'il a commises ? Il n'y a pas d'erreur. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes, énormément d'attentes. Et d'ailleurs, l'élection du président de la République et cette majorité qui a suivi, elle résultait d'une attente énorme des Français, d'un espoir immense. C'est normal que les Français attendent des résultats. Mais les résultats, elle n'a pas été déçue. les résultats vont venir. Les résultats sont déjà présents dans les embauches. On voit que les chiffres du chômage ont légèrement augmenté. Et bien, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se donne, encore une fois, du temps pour évaluer tout ça. Les réformes, elles sont nombreuses, donc il faut les expliquer. Ça, c'est un travail qui aussi prend du temps. Moi, je sais que dans ma circonscription, j'essaye au maximum de faire de la pédagogie parce que c'est pas tout de voter une réforme. Ensuite, il faut qu'elle diffuse dans nos circonscriptions, dans nos territoires, et pour qu'elle produise des effets, pour qu'elle soit comprise, il faut donc du temps. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, moi, j'ai confiance dans le président de la République, dans sa capacité à réformer la France, et nous sommes derrière lui pour l'accompagner, pour expliquer et pour aussi donner des impulsions ou peut-être donner des alertes quand elles sont nécessaires. Mais en tout cas, attendons et travaillons. Alors, dans les prochains mois qui arrivent, quels sont les défis qui attendent votre majorité ? Il faut retrouver le chemin du dialogue avec la population, renouer le lien ? Il faut, écoutez, là encore une fois, moi en tant que députée de l'Allier, le lien, je l'ai toujours avec les citoyens de ma circonscription. Il faut qu'on soit en dialogue permanent et encore une fois, c'est qu'on soit dans l'explication, dans la transparence, dans la vérité, qu'on explique sans cesse le sens de notre action. On répète souvent ces trois mots qui sont libérer, protéger, et puis il faut aussi qu'on soit unis vis-à-vis des Français dans cette explication-là. Et vraiment, ça c'est un travail qui
qui est de longue haleine. C'est vraiment du temps long. Alors ce mercredi, c'est aussi un jour d'élection pour vous, les députés. Vous allez choisir votre président, le patron à l'Assemblée. Le patron à l'Assemblée de La République En Marche, Richard Ferrand, devrait être élu sans souci. Alors vous, Bénédicte Peyrol, qui incarnez le renouvellement de la classe politique, la féminisation aussi, et enfin la lutte contre la corruption, cela ne vous chagrine pas de devoir voter pour quelqu'un qui a tout l'ancien monde ? Écoutez, Richard Ferrand n'a pas tout de l'ancien monde. Qu'est-ce qu'il a du nouveau ? Qu'est-ce qu'il a du nouveau ? Il a quand même été, à un moment donné, à la tête de cette équipe qui a mis en place La République En Marche, avec aujourd'hui un groupe parlementaire où il y a quand même, au sein de La République En Marche, 47% de femmes. Ça n'a jamais été le cas sous aucune autre majorité. Ça, c'est un élément important. Et puis, moi, au sein du groupe, je me suis positionnée en toute transparence pour Barbara Pompili. Mais après, parce que, des compétences également, parce que je l'ai vue travailler en tant que présidente de la Commission développement durable et aménagement du territoire. Et il m'a semblé qu'elle avait, su aussi dialoguer, à la fois montrer des compétences d'exigence, de trouver des équilibres, parce que être président de l'Assemblée nationale, il faut savoir trouver des équilibres entre les différents groupes, savoir s'extraire. Et cet après-midi, vous voterez Je le cœur voterai léger ? Richard, parce que nous avons eu, et je voterai, mais sans aucun problème, Richard Ferrand, parce que nous avons eu un débat démocratique au sein du groupe. Chaque candidat nous a présenté son programme. Richard a été élu démocratiquement au sein de ce groupe, et puis c'est le choix de notre majorité. Donc je suivrai le choix de ce groupe-là. La plainte de l'association Anticorps pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, ça vous chagrine pas ? Écoutez, pour l'instant, il y a la justice qui fait son travail. On verra. Moi, je ne commente pas. Je suis très, très attachée à la séparation des pouvoirs. Donc je ne commenterai pas une affaire qui est en cours. La discipline de parti, c'est important ? Mais bien sûr que c'est important. Parce qu'on a besoin d'avoir des gens unis. On a vu à quel point ça pouvait perturber le bon fonctionnement de notre État, une majorité qui serait désunie, pour le coup. Mais l'unité et la loyauté vis-à-vis de son parti et la discipline ne veut pas dire ne pas avoir de débat. Nous avons des discussions au sein du groupe de La République En Marche. D'ailleurs, certaines fois, ça se voit, ça se sait. Et c'est normal. Vous vous étiez abstenu lors du projet de loi sur la loi antiterroriste. Oui, absolument. Quelles sont vos limites ? Quelles sont mes limites ? Alors, sur chaque texte, elles sont différentes. Quand je ne suis... J'essaye de me projeter un max, et c'est compliqué quand on est politique, mais j'essaye à chaque fois vraiment de me projeter dans le long terme. C'est-à-dire que dans 20 ans plus tard, quand j'aurai 47 ans, j'aimerais pouvoir me retourner et me dire de ne pas regretter les décisions que j'aurais prises. Et c'est vrai que cet équilibre il est extrêmement compliqué à trouver. Le Premier ministre nous le rappelait hier, on est obligé en tant que politique de devoir gérer le court terme, mais il faut absolument qu'on ait aussi dans le viseur ce long terme. Et c'est dans cet équilibre-là, qui est très difficile à trouver, que j'essaye de m'inscrire dans chaque vote. Bénédicte Peyrol, je rappelle que vous êtes députée de l'Allier, membre de La République En Marche. Vous êtes rapporteur d'une mission d'information parlementaire sur l'optimisation et l'évasion fiscale. Et vous êtes ce matin la grande invitée de notre matinale RCF. Cet après-midi, en commission des finances, vous présenterez vos conclusions. Peut-être d'abord quelques définitions. Évasion fiscale, optimisation fiscale, fraude fiscale, de quoi parle-t-on ? Oui, on a même optimisation fiscale agressive. Et donc, en fait, effectivement, c'est des termes qui sont à la fois qui se ressemblent, mais qui ne donnent pas lieu aux mêmes sanctions. Tout ce qui concerne la fraude, ça relève du pénal, tandis que l'optimisation et l'évasion, on est dans une zone grise qui donne lieu à des redressements, à des pénalités, mais qui n'amène pas forcément à un procès pénal. C'est quoi la différence entre optimisation et évasion ? Et optimisation, là aussi c'est très compliqué parce que dans l'évasion, vous avez deux parties. Vous avez une zone plutôt noire qui pourrait se rapprocher de la fraude et qui peut basculer dans la fraude, et vous avez une partie qui ressemble à l'optimisation, dans le sens où elle a l'apparence de quelque chose qui est légal, mais qui en fait, finalement, si on regarde de près, il n'y a pas de substance. Le schéma, il est artificiel, c'est-à-dire qu'il ne correspond à aucune réalité économique. Donc vous voyez que même dans les définitions qu'on essaye de se donner, il y a vraiment des zones, l'évasion donne lieu finalement à peut-être un basculement du côté de l'optimisation ou un basculement du côté de la fraude. C'est la distinction entre le légal et le moral ? Alors moi je suis une juriste, donc c'est vrai que si elle doit nous inspirer, elle est là pour
il faut qu'on se raccroche à elle, et c'est quand on parle aussi un peu d'esprit de la loi, c'est là où elle veut nous amener, il faut qu'on réfléchisse morale. L'optimisation fiscale agressive, que moi je souhaite voir qualifiée d'évasion, et c'est ce que je présenterai aussi lors des conclusions de mon rapport. Je suis désolée, mais il y a un moment donné, payer son impôt et payer sa juste part d'impôt, la base de tout ça, c'est le contrat social, et c'est pouvoir financer nos écoles, nos infrastructures, enfin tout ce qui fait que les entreprises qui utilisent ces schémas d'optimisation puissent intervenir sur nos marchés. Alors quel est le montant aujourd'hui de cette évasion fiscale ou optimisation fiscale ? On parle de 80 milliards. Alors c'est un important sujet qui fait partie aussi d'une importante partie de mon rapport, ces chiffres. Effectivement, on parle de 60 à 80 milliards d'euros. Concernant, c'est un chiffre qui a été produit par un syndicat, le syndicat solidaire des finances publiques, mais qui relève pas uniquement justement de l'optimisation fiscale ou de l'évasion de la fraude. Il rassemble ces trois dispositifs, et il intègre non pas seulement l'impôt sur les sociétés, donc qui serait la fraude ou l'optimisation des multinationales, mais il intègre d'autres impôts, la TVA, d'autres prélèvements obligatoires. Et par ailleurs, moi, je suis allée voir d'autres Vous travaillez études. essentiellement sur les sociétés. Et moi, effectivement, mon rapport, c'est sur les multinationales et l'impôt sur les sociétés, parce que on a fait le choix, rien que ce sujet-là, il est déjà compliqué, donc il a fallu qu'on se concentre. Mais vous avez d'autres études, par exemple le Conseil des prélèvements obligatoires, qui en 2007 a produit un rapport où lui, il évaluait sur à peu près la même assiette, donc c'est-à-dire les différents impôts, mais lui travaillait uniquement sur la fraude, et une évaluation qui allait jusqu'à 25 milliards. Donc déjà, on a des chiffres différents. Donc dans ce rapport-là, je vais proposer, en confrontant les différentes méthodes de calcul, je vais proposer à ce qu'on puisse réfléchir à mettre en place justement avec des économistes, des scientifiques, des parlementaires, des fonctionnaires de Bercy, de pouvoir réfléchir à une méthode d'évaluation pour qu'enfin nous nous mettions d'accord sur qu'est-ce qu'elle peut représenter. Pourquoi c'est important d'évaluer ? Parce que je pense que c'est comme un médecin. Pour pouvoir donner le bon médicament, il faut faire un bon diagnostic. Et puis ça nous permettra aussi, encore une fois, moi je suis très... j'aime quand on dit la vérité, quand on va chercher la vérité. Je suis très fan du pacte parésiastique dont parle Cynthia Fleury dans La fin du courage. Je pense que pour pouvoir faire de la bonne politique, il faut dire la vérité. Et donc pour dire la vérité, il faut aller chercher les bons chiffres et ne pas spéculer sur... C'est vrai que 80 milliards, c'est énorme, mais 80 milliards, c'est pas 10 milliards. Donc il y a un moment donné pour... Encore une fois aussi, mettre le bon curseur sur l'action du gouvernement et notre action en tant que politique. Et savoir quel investissement on va mettre dans la lutte. Alors, sur la question de l'évasion fiscale, il y a 2 points qui mobilisent particulièrement les ONG qui travaillent sur ces questions. Le verrou de Bercy et la question de la liste des paradis fiscaux. On va commencer avec la liste des paradis fiscaux. Avez-vous dans votre rapport une liste des paradis fiscaux qui intègre les places qui jouent véritablement un rôle dans l'évasion fiscale ? Il n'y a pas de liste dans mon rapport. Déjà, en plus, la liste des paradis fiscaux, c'est un débat qui nous a animés lors des débats en commission des finances sur le texte fraude, qui va revenir dans l'hémicycle la semaine prochaine. Moi, ce que j'aimerais dire sur ce sujet-là, c'est que quand vous posez cette question, vous avez en tête, j'imagine, les États membres de l'Union européenne. On pense forcément à l'Irlande, on pense forcément au Luxembourg, on pense à Malte, qui ne sont pas aujourd'hui dans la liste, parce que ce ne serait pas conforme aux règles qui régissent le droit de l'Union européenne. Moi, ce que je propose dans ce rapport, parce que je parle quand même des paradis fiscaux, je serais passée à côté du sujet si je n'en avais pas parlé, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à un accompagnement de ces États vers une transition de leur économie. Parce qu'aujourd'hui, depuis la crise financière, moi je suis allée voir les chiffres de l'Irlande, des chiffres mais complètement hallucinants. En 2016, je crois qu'ils ont fait plus 25% de croissance. Mais alors que, si vous voulez, il n'y a pas d'actifs, il n'y a pas d'industrie importante. Donc ces États, si on veut que justement il n'y ait plus de paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, on ne peut pas uniquement dire mettons-le sur une liste. Il faut que les États se mobilisent pour réfléchir à comment on accompagne ces États vers une transition, vers une économie qui soit une économie réelle. Bénédicte Perrol, passons au verrou de Bercy. Aujourd'hui, pour lutter contre la fraude fiscale, on a une justice d'exception, c'est-à-dire que c'est le seul ministère des Finances, et pas la justice, qui peut décider de poursuivre ou pas une entreprise qui aurait dissimulé ses gains au fisc. Est-ce que vous êtes favorable à faire sauter ce verrou de Bercy, et pourquoi on n'y arrive pas ? On va mettre fin au verrou de Bercy. J'ai fait partie de la mission d'information
qui a été rapportée par Émilie Cariou et présidée par Éric Diard. Je tiens à saluer leur travail avec, pareil, Émilie, d'une exigence extrême et qui est allée chercher en détail comment on pouvait faire, parce que dire faisons sauter le verrou de Bercy, ça veut tout et rien dire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que sur la base de critères que le législateur va mettre en place, qui n'existait pas avant, il y aura une transmission automatique. Ça veut dire que Bercy ne va pas dire oui ou non sans trop qu'on sache comment cela se passe, devra transmettre automatiquement les dossiers au parquet. Et ça sera automatique? Oui, sur la base des critères que le législateur aura fixés. Donc ça, c'est quand même un élément très important, c'est une avancée majeure, et c'est ça qu'il y a derrière la notion. Et ça sera intégré dans la prochaine loi contre la fraude fiscale qui sera étudiée la semaine prochaine? Absolument, et nous avons déjà discuté de ce sujet-là en commission des finances, et je crois qu'il y avait l'unanimité autour de la table pour faire cette avancée majeure ensemble. Et votre réflexion sur l'accompagnement des paradis fiscaux européens, de quelle façon va-t-elle être traduite dans la loi? Alors, dans la loi, c'est plus politique, et là, je parle dans mon rapport beaucoup aussi de diplomatie fiscale. J'ai pu interroger Bruno Le Maire lors de l'audition que j'ai pu faire à ce sujet-là, et il faut qu'on y réfléchisse. Maintenant, il faut que les politiques... Moi, c'est une perche que je tends, et puis au sein de la Commission européenne aussi, je me déplacerai à Bruxelles pour aller présenter mes propositions. Merci beaucoup, Bénédicte Perrol. On sera attentif à la suite de cette mission d'enquête. Merci beaucoup et bonne semaine à vous.